Édition spéciale sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes heureux sur ce plateau d'accueillir un confrère, pour ne pas dire un doyen de la presse panafricaine, la presse internationale, éditée depuis Paris. François Soudan est une personnalité ou personnage assez redouté sur le continent africain, mais surtout très pertinent dans la manière d'analyser l'actualité du continent. Il est de passage en RDC, il vient de passer toute une semaine et nous avons eu, nous, la chance d'avoir l'exclusivité de le recevoir ici sur ce plateau. François Soudan, bienvenue. Bonjour Jean-Marie, merci. Un plaisir de vous recevoir ici à Télé 50. Vous venez de passer une semaine au Congo, mais j'aimerais bien qu'on puisse faire quand même un tour de l'Afrique pour savoir un peu cette Afrique que vous analysez chaque semaine en donnant des points aux autres, en retirant aux uns et surtout en appréciant ce qui se passe sur le continent africain. Est-ce que sur le plan de la démocratie, l'Afrique avance? Oui, incontestablement l'Afrique avance et mon avis vaut ce qu'il vaut, mais je m'appuie sur d'autres. Regardez le dernier index Mo Ibrahim. Bien. C'est un index qui paraît tous les ans, comme on le sait, et qui classe les pays en fonction d'un certain nombre de critères, mais aussi de critères globaux, la démocratie, les droits de l'homme, la santé, l'éducation. Et sur les principaux critères, démocratie, liberté d'expression, incontestablement, il y a du mieux dans le 2014 que dans le 2013, dans le 2012 et dans le 2011. À chaque fois, il y a une progression qui n'est pas linéaire, il y a des heurts, effectivement, mais il y a une progression de la démocratie. Qu'est-ce qui est prioritaire pour l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que c'est la stabilité économique, la croissance ou les alternances politiques? Évidemment, la réponse politiquement correcte, ça va être de dire les deux. Bien. La réalité souvent, c'est que les deux ne vont pas toujours de pair. On l'a vu dans les grands vents de démocratie des années 90, où on a eu une ouverture démocratique réelle et on n'a pas eu pour autant d'avancer sur les domaines très importants, l'éducation, la santé, les indicateurs sociaux. Moi, je dirais que, personnellement, avec l'expérience que j'ai de 3 décennies, plus de 3 décennies à parcourir le continent, je dirais que la priorité est incontestablement les indicateurs sociaux, incontestablement le développement économique, incontestablement la santé et l'éducation. Ça n'est que par là que l'on développe une base et une masse critique qui permet d'avancer vers la démocratie. La démocratie ne se décrète pas, elle est le fruit d'un processus de développement. Lorsque Mme Zuma dit à Christophe Bouvier qu'en Afrique, le pays le plus stable, c'est-à-dire ceux qui ont connu de dirigeants qui sont restés un peu plus longtemps au pouvoir, c'est eux qui ont installé des économies qui commencent à se stabiliser. Elle a parlé de l'Angola, elle a parlé de l'Afrique du Sud, elle a parlé aussi du Nigeria. Est-ce qu'elle a tort? Elle a raison de dire qu'il faut laisser au peuple de choisir leurs dirigeants, même s'ils restent plus longtemps que prévu? Elle n'a pas tout à fait tort. Bon, c'est le point de vue de l'Afrique du Sud. On connaît le point de vue de l'Afrique du Sud, qui est un petit peu un point de vue leader maintenant sur le continent par rapport à un certain nombre qu'il considère un petit peu comme des dictats venant de l'extérieur, notamment la CPI ou des choses de ce genre. Et l'Afrique du Sud dit non, nous on ne veut pas. Bon, Mme Zuma a cette position. Sur ce point-là, je la rejoins pas sur d'autres points, Mme Zuma. Nous sommes un Jeune Afrique assez critique sur sa propre gouvernance de l'Union africaine. Mais sur ce point-là, je pense qu'il y a effectivement, en tout cas, il faut ouvrir le débat. Et puis les choses ont changé. Les pays africains ne sont plus maintenant en tête-à-tête uniquement avec l'Europe, comme ils l'étaient, ou avec les institutions de Bretton Woods. Ils ont d'autres partenaires, la Chine, l'Inde, le Brésil, les BRICS, avec lesquels ils peuvent jouer le contrepoids et jouer la possibilité justement d'avoir d'autres cartes. Alors votre pronostic maintenant sur les 15 pays qui doivent changer leur constitution, est-ce que vous pensez que c'est plus facile au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, au Rwanda, ou c'est plus différent les uns par rapport aux autres? Alors, ce sont tous des cas particuliers. Moi, je pense que la position américaine qui consiste à dire, qui consiste à dire il ne faut absolument pas toucher aux constitutions, 2 mandats et puis s'en va, c'est le modèle américain. Mais le modèle américain depuis la fin des années 40, parce qu'avant, les Américains n'étaient pas, pouvaient faire autant de mandats qu'on voulait. Bien. C'est leur modèle qu'ils veulent exporter. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce type de raisonnement systématisé, étant évident que dans tous les pays que vous venez de citer, les principaux, les rapports de force sont très différents et les cas sont très différents. Autrement dit? Alors, on peut prendre du cas par cas. Oui, je vous en prie. Congo-Brazzaville, par exemple? Commençons par le Burkina Faso. Oui, c'est là où le débat a commencé la première fois. Il y a une évidente volonté du président Compaoré d'aller au-delà, c'est-à-dire de poursuivre son travail à la tête de l'État, mais il y a un rapport de force qui ne lui est pas forcément très favorable.
il y a une société civile et une opposition extrêmement constituée d'ailleurs et dirigée par des gens qui ont travaillé avec lui, hein, pour beaucoup, Caboret, qui viennent de chez lui, voilà, les Caboret notamment, et qui ont, une capacité de mobilisation, parce que c'est un rapport de force, de la rue qui est importante. Et puis il y a au sein de cette opposition des personnes ressources qui sont quand même pas négligeables. Bien. Cela dit, je reste dans le cas du Burkina Faso. Vous avez des chefs d'État de la région, pour ne pas citer Macky Sall, pour ne pas citer Alassane Ouattara, oui, qui ont dit clairement nous voulons que Blaise Compaoré reste à cause de la stabilité régionale, parce que nous sommes à côté du front malien, du front sahélien, et que ce monsieur est un facteur d'équilibre. Les Français ne sont pas très loin de penser la même chose, qui sont un petit peu dans cette région, la puissance extérieure, en tout cas dominante, ne sont pas très loin de penser la même chose, même s'ils ont, eux, une position effectivement sur les constitutions, qui est de dire il faut les respecter. Alors maintenant, deuxième cas en face de chez vous, effectivement, vous avez le cas Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso. Vous avez le cas du Congo-Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso. Là, on s'oriente manifestement. Bon, le président ne s'est pas exprimé, hein, comme vous le savez, il n'a rien dit, mais on s'oriente manifestement vers un référendum. Sur le changement de la Constitution, qui ne sera pas une modification de un certain nombre d'articles, mais passage à une autre Constitution, donc à un autre type de république. Ce qui est d'ailleurs le seul moyen de contourner les articles verrouillés. Vous connaissez ça ici. Absolument. Bien. Donc on s'oriente vers ça, avec un discours qui d'ailleurs, le discours est un peu toujours le même, hein, chez tous ces chefs d'État, disant nous sommes les garants d'une certaine continuité dans le domaine du développement, dans le domaine de la sécurité collective. Maintenant, l'Afrique est un continent à la fois convoité, mais aussi qui peut être facilement déstabilisé. On le voit notamment par de nouvelles forces, hein, c'est-à-dire les islamistes, etc., de la Mauritanie à la Corne de l'Afrique. Et on a donc, on ne peut pas se payer le luxe d'alternance qui soit des alternances à problème. Bien. Donc, ce discours-là, on l'entend au Congo-Brazzaville et on va aller vers cela. Maintenant, il y a un problème de rapport de force, il y a une partie de l'opposition qui ne veut pas. Ça, c'est incontestable. Je dirais, moi, de l'analyse que j'ai sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville, le rapport de force n'est pas le même qu'au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Est-ce qu'on sent une force d'une opposition qui s'organise? Est-ce qu'on sent que l'UPADES, l'ex-MCDI de Kolela et les autres, est-ce qu'ils sont organisés aujourd'hui pour faire face à Sassou Nguesso? Ou bien on va, comme on voit aux dernières élections locales, c'est le boulevard du PCT? En ordre dispersé. Ils sont en ordre dispersé, ils ont effectivement des points de vue. Les partis que vous venez de citer, le MCDDI, à ma connaissance, ne s'est pas exprimé. Il n'a pas dit qu'il était contre une réforme de la Constitution. En tout cas, il n'en a pas parlé. L'UPADES, il y a une partie qui est contre, une partie qui pourrait discuter. Et puis, bon, il vous reste le parti de Mathias Zon. Ce sont des partis qui sont dont la détermination est, je dirais, souvent inversement proportionnelle au poids réel au sein de la population. Vous avez un parti dominant, ultra dominant, qui est le PCT. Et ce parti-là semble maintenant s'engager, avec un peu de retard, un petit peu parfois de tâtonnement et d'hésitation, mais dans une campagne, effectivement, Sassou 2016, c'est la même année que chez vous. Alors parlons-en du Rwanda, de la RDC et de Burundi. Tendance Rwanda, RDC, Burundi. Alors, 2016 pour la RDC, 2015 pour le Burundi, 2017 pour le Rwanda. Je prendrai le cas de ce dernier pays. Là aussi, le président ne s'est pas encore ouvertement prononcé, mais il était évident, d'après, même quand on décrypte un peu ce qu'il dit, et en tout cas ce que dit son parti, ses partisans, le FPR, qui va se représenter. Bien, il y aura donc là aussi, manifestement, soit un référendum, soit un vote à l'Assemblée, on ne sait pas encore, qui va modifier la Constitution. Là, on va modifier la Constitution. Est-ce que de votre analyse de spécialiste de l'Afrique, est-ce que les oppositions aujourd'hui pèsent, notamment dans cette région des Grands Lacs, ou bien les débauchages sont vite arrivés et que les opposants tanguent un peu au gré des vagues? Ils tanguent, incontestablement, ils tanguent. Vous savez, les oppositions en Afrique centrale sont des oppositions moins structurées, moins organisées que ce que l'on trouve en Afrique de l'Ouest. Il y a certainement des raisons historiques. Les sociétés civiles aussi sont beaucoup mieux installées et beaucoup plus fortes en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Alors il faudra faire toute une analyse pour voir comment et pourquoi on en est là. Mais ce sont des oppositions qui sont en général des oppositions assez friables, qui restent des oppositions très marquées régionalement, hein, avec des ancrages régionaux. Vous parlez de tribalisme? Oui, quelque part, oui. Oui, communautariste, pour employer un terme politiquement correct.
Économiquement parlant, François Soudan, est-ce qu'on en parle quand même? En France, aujourd'hui, c'est développé une stratégie selon laquelle il faut concurrencer les Chinois, ou plutôt mettre des stratégies de contrecarrer cette mémise de la Chine sur le continent africain. Est-ce que vous sentez que c'est une dynamique qui va fonctionner? Ici en RDC, à un moment donné, on a fait du chantage au président Kabila, il faut revoir les contrats chinois, sinon il n'y aura pas de coopération avec l'Union européenne et les autres. Est-ce que vous sentez que cette stratégie francophone va fonctionner? Non, alors il y a eu un bras de fer. À un moment, effectivement, il y a eu des pressions de ce type, oui, qui, à mon avis, n'étaient pas des pressions acceptables. Mais qui ont eu, enfin, c'était les pays occidentaux, c'était aussi la Banque mondiale et le FMI qui hurlaient à la concurrence déloyale de la part de la Chine, etc. Bon, mais les choses ont changé depuis. D'abord, l'approche chinoise du continent a évolué. Je crois que les Chinois sont des gens qui comprennent très rapidement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et la première partie de la pénétration de cette Chine-Afrique, avec tous ses côtés désagréables, notamment l'aspect social, qui souvent est, ou l'aspect durable des investissements, la manière dont ils traitaient les salariés, etc., qui était très critiquable. Les Chinois se sont très vite rendus compte que s'ils continuaient comme ça, ils allaient dans le mur. Donc il y a eu pas mal de redressements qui ont été faits, des réflexions qui ont été faites à Pékin, et on a dit il ne faut plus agir comme ça. Donc vous avez maintenant des sociétés chinoises beaucoup plus préoccupées par l'impact social et le développement durable, et vous avez de plus en plus des phénomènes de joint ventures entre des sociétés chinoises et des sociétés occidentales. Donc je crois que cette espèce d'affrontement qui a pu avoir lieu, parce que les Occidentaux ont eu très peur à un moment, et à mon avis, en passe de s'atténuer. Cela dit, la Chine reste un partenaire autonome pour l'Afrique et reste une carte de rechange et un partenaire de rechange. Est-ce que l'Occident a les moyens de faire du partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique? Faire du partenariat, je pense qu'on peut faire du partenariat. Tout le monde peut faire du partenariat gagnant-gagnant. Tout le monde peut le faire, à condition, effectivement, peut-être d'être un peu moins gourmand sur les retours sur investissement, peut-être d'attendre un peu plus. Bon, les Chinois sont très soutenus par le pouvoir central aussi, il faut reconnaître. Ils ont l'Exim Bank, ils ont des structures qui les soutiennent ouvertement, peut-être moins en Europe. Il faudrait qu'il y ait plus de soutien de ce type, qu'on puisse arriver effectivement à des partenariats gagnant-gagnant de la part des Européens. Oui, alors, on va terminer cet entretien avec une question beaucoup plus directe, parce que ceux qui nous suivent, ils vont m'en vouloir si je ne vous demande pas. Jeune Afrique redoutée sur le continent africain, quelles sont les approches, les méthodes des Jeunes Afrique? Comment expliquer que vous avez cette puissance d'influer sur les cours des événements sur les continents africains? Lorsque ça sort dans Jeune Afrique, c'est tout le monde qui a peur. Pourquoi? Je vais vous dire, Jean-Marie, ça fait un peu plus de 50 ans que ce journal existe. Moi, il a été fondé par Béchir Wanyamède, qui est un ancien ministre de l'Information, qui très vite est tunisien, qui très vite est devenu journaliste, qui a fondé son journal d'abord à Tunis, puis à Rome, parce qu'on était en pleine guerre d'Algérie. Le journal était interdit en France à cause de ses positions, et qui a depuis eu un souci énorme de l'indépendance. C'est lui l'actionnaire majoritaire de ce journal. Et il est resté du premier jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours été l'actionnaire majoritaire, donc malgré les multiples tentatives d'OPA, etc., beaucoup de choses de ce genre. Oui. Donc vous avez un homme qui est la garantie de cette indépendance, mais qui, depuis maintenant quelques années, il a l'âge qu'il a 86 ans, Béchir Wanyamède, mais il est toujours bon pied, bon oeil, a décidé de lâcher du lest et de laisser un certain nombre de collaborateurs, dont moi-même, donc s'occuper de Jeune Afrique. Voilà, d'où la question. Alors notre force, ce qui fait notre force, c'est aussi, puisque je suis ici en République démocratique du Congo, c'est aussi d'être capable je dirais, de réfléchir et de revenir. Regardez, vos auditeurs, vos téléspectateurs le savent très bien. Oui. Jeune Afrique n'a pas toujours été tendre ces derniers temps avec la République démocratique du Congo. Il y a eu quelques couvertures qui ont fait jaser, et qui ont pu heurter, peiner un certain nombre de personnes. Mais nous tenons compte de ça. Et on se dit au bout d'un certain temps, c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu là, et vous lirez dans Jeune Afrique le fruit de mes réflexions et de mes informations. Mais on se dit qu'il faut parfois aussi savoir redresser la barre, se dire que peut-être on est allé trop loin, peut-être on n'a pas assez bien compris. En tout cas, certainement, il faut revenir. Là, ça fait 4 ou 5 ans que je n'étais pas revenu. Absolument. Je suis revenu. Oui. Il faut redécouvrir, revoir avec un œil neuf. C'est ce que j'essaye de faire. Et nous avons hâte justement de découvrir ce que vous allez écrire dès la semaine prochaine, certainement, sur la République démocratique du Congo. Du point de vue des journalistes africains, et là on va terminer, vous pensez que ce continent a de l'avenir avec cette croissance, on dit à 8,5 pour tous les pays, avec ces pays
qui change aussi sur le plan démocratique. Les printemps arabes sont passés par là. Est-ce que l'Afrique a-t-il de l'avenir aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bien sûr, elle a un avenir et un avenir